Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous NFL sur Touchdown Actu, un jour, un débrief consacré donc à la draft NFL 2025. On approche d'ailleurs de la fin de ces débriefs consacrés à votre équipe NFL préférée, avec aujourd'hui en lumière les Minnesota Vikings, une des meilleures équipes de conférence nationale, sortie dès le premier tour de division. Tour de division, pas premier tour, parce que du coup le premier tour c'est donc les wildcards, vous l'aurez compris. Et pour parler donc de ce sujet et de ce qui nous a plu ou moins plu dans ce qu'ont réalisé les Vikes au cours de cette QV 2025, Antoine Adjavon est avec moi. Salut Tonio. Salut Greg, très excité de nouveau d'être avec toi pour parler d'une draft qui pose pas mal de questions. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas mal de choses à dire sur cette équipe. Tout à fait. Il me l'a dit en off, il le redit en on, sachez-le. Ça l'a laissé un petit peu pantois, Antoine, cette draft des Vikings. On rappelle quand même que c'est une draft qui partait pas forcément du bon pied, entre guillemets, parce qu'il y avait que 4 choix de base à disposition des Vikings, beaucoup d'échanges notamment réalisés au cours des derniers mois. Il n'y avait pas l'échange d'ailleurs pour JJ McCarthy, j'ai un doute. J'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Je ne veux pas dire de bêtises, je préfère m'abstenir. Mais en tout cas, on a quand même réussi à récupérer un 5e choix pour compléter un petit peu les différentes sélections de cette draft 2025. Et donc à l'arrivée, les Vikings ont sélectionné Donovan Jackson, garde d'Ohio State au premier tour, Ty Felton, receveur de Maryland au 3e, Tyron Ingram Dawkins, defensive tackle de Georgia au 5e, et on a ensuite au 6e tour 2 joueurs sélectionnés avec Kobe King, le linebacker de Penn State, et Gavin Bartholomew, tight end de Pittsburgh. 2 choix made in Pennsylvanie, je suis pas sûr qu'on développera beaucoup sur ces joueurs-là. Un petit peu comme Washington il y a quelques jours, Antoine, on va pouvoir développer un petit peu plus sur le haut des joueurs qui ont été sélectionnés. Il n'y a pas beaucoup de choix en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Commençons forcément tout d'abord par ce premier tour de draft, puisque forcément, moins tu as de pics, plus on apporte d'importance à ta toute première sélection. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Donovan Jackson du côté de Minneapolis ? Avant de parler de Donovan Jackson, on a appris pendant la draft que plusieurs équipes avaient proposé à Minnesota de monter et donc proposé aux Vikings, eux, de descendre. Je pense que ça aurait pas été idiot, parce que tu l'as rappelé, ils n'avaient pas énormément de sélections, même s'ils en ont récupéré une plus tard. Je pense que ça aurait été intéressant d'essayer de descendre, d'en récupérer une autre, surtout si c'est pour sélectionner Donovan Jackson, qui est un prospect intéressant,
qui a un physique de Golgoth, hein, qui est très grand, qui est assez long, donc il y a de quoi travailler entre guillemets, surtout pour le poste de garde à l'intérieur de la ligne offensive. Il y a quand même quelques défauts que je note. En fait, il est pas forcément archi coordonné. Il y a beaucoup de pas qui vont un peu à gauche et à droite sans forcément être très fluide. Bon, après, voilà, c'est des petits défauts qui se travaillent. Il y a aussi sa tendance un peu à tendre ses bras un peu trop vite et à donner des ouvertures à ses défenseurs. Tout ça, pareil, ça se travaille, mais mis bout à bout, ce sont des petits défauts qui, pour moi, justifient une sélection un peu plus tard dans la draft. Surtout que Minnesota a vraiment mis l'accent sur la ligne offensive pendant l'intersaison. Qu'il y avait le temps, je pense, alors si c'était pour Donovan Jackson déjà d'aller plus tard, et si c'était pour un autre joueur encore plus, c'était pas forcément un choix très à propos, à mon avis. On va parler peut-être de la draft globale un peu plus tard, mais à mon sens, Donovan Jackson, à ce stade de la draft, c'était un peu trop tôt, même s'il il présente des aspects tout à fait intéressants, mais c'était un peu trop tôt, surtout considérant le fait que Minnesota avait déjà renforcé la ligne offensive. Oui, alors clairement, non seulement ils ont considéré la ligne offensive, mais ils ont surtout considéré l'intérieur. Hein. On rappelle qu'ils ont été chercher les deux anciens linemen intérieurs des Colts, Will Fries et Ryan Kelly, alors que pourtant on pensait qu'ils avaient les titulaires sur le papier qui leur avaient permis notamment d'atteindre les playoffs. Donc clairement, on n'a pas été satisfait de ce qu'on a vu sur l'intérieur de la O-line du côté de Kevin O'Connell. Et c'est vrai que pour tenter de protéger JJ McCarthy, justement, alors c'était pas pour des échanges avec JJ McCarthy, hein. Je dis une petite bêtise tout à l'heure, c'était juste par des échanges de pics qui se sont accumulés, mais toujours est-il que voilà, on a décidé quand même d'avoir une ligne offensive encore plus physique que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Hein, on sait que notamment un Ed Ingram, ça a beaucoup déçu ces derniers mois du côté de Minnesota. Garrett Bradbury un petit peu déçu également, en tout cas il n'était pas le plus constant de ce groupe-là. Donc c'est vrai qu'on apporte un petit peu d'envergure, je dirais. En effet, Donovan Jackson, ça peut paraître un petit peu plus haut que la valeur, surtout parce que le profil athlétique paraît beaucoup plus mesuré par rapport à d'autres. Après, on est quand même sur une classe où les linemen offensifs sont quand même partis assez rapidement à mon sens. Enfin, en tout cas, dans le secteur intérieur, c'est vrai qu'on était un petit peu dans un entre-deux où on avait l'impression que si on voulait un joueur efficace dès à présent, fallait se positionner assez vite, sinon on risquait de rester un petit peu à quai, surtout qu'on l'a dit, il y avait beaucoup de tours où Minnesota n'avait pas forcément de choix, et après il fallait attendre justement le 3e tour et le 102e pick pour éventuellement récupérer un lineman offensif. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai peu de choses à reprocher à Donovan Jackson. C'est un joueur qui sait faire énormément de choses. Je parlais de la protection de JJ McCarthy. On a vu qu'en tant que tackle gauche du côté d'Ohio State, il a été extrêmement efficace. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui va pouvoir apporter dans de nombreux domaines, qui certes va devoir encore une fois être un peu plus performant contre tous les types de linemen défensifs. Peut-être les plus vifs vont pouvoir lui poser un petit peu plus de problèmes, mais en tout cas il rejoint cette volonté d'être beaucoup plus agressif dans les tranchées. Je trouve qu'il y a un côté du côté des Vikings où on s'est dit ce qu'a fait Détroit par exemple, nous aussi on est capable de le faire, et ils veulent vraiment imprimer un côté vraiment dissuasif, intimidant sur cette ligne offensive, et je trouve que Donovan Jackson colle assez bien à cette image, hein, lui qui reste également un petit peu dans cette région un peu Midwest, nord-est des États-Unis. Donc voilà, c'est une bonne sélection globalement pour moi, mais je peux comprendre ton scepticisme dans le côté est-ce que vraiment au 24e choix, surtout en effet avec les possibilités que tu avais sur la table et des équipes qui pouvaient peut-être te permettre de le récupérer un peu plus bas, est-ce que ça apparaît pas comme un luxe et qu'on s'est pas un petit peu précipité en se disant on veut ce joueur absolument et on va pas risquer de le perdre par la suite. C'est une donnée à prendre en compte. Est-ce que tu veux développer un petit peu sur Ty Felton, Oui. le receveur de Maryland? J'ai l'impression que ça t'a laissé beaucoup plus sur ta faim, encore plus en l'occurrence que Donovan Jackson. Ouais, beaucoup. Alors d'abord, on va parler du joueur rapidement. Il a une qualité qui saute aux yeux, c'est évidemment sa vitesse. Alors, il n'a pas seulement la vitesse
arrêté sans adversaire, comme on a pu le voir lors des tests dans le processus pré-draft, mais même sur le terrain, même quand on voit l'action, il a cette 5e ou cette 6e vitesse qui lui permet de se détacher des défenseurs, et ça c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est un peu la seule qualité qui ressort. Pour moi, c'est un joueur qui est totalement unidimensionnel, qui physiquement est très fin, qui se laisse bouger assez facilement par les corners qui sont un peu plus physiques que lui. Il y a aussi un peu même beaucoup d'irrégularité lorsqu'il s'agit de bien voir le ballon dans les airs, ce qui fait qu'il s'ajuste parfois un peu mal. En tant que bloqueur, bon, là aussi, malheureusement, c'est le défaut de ses qualités, ou même le défaut de ses défauts, comme il est très fin, il est pas très fort, il est pas très utile dans ce secteur-là du jeu. Il y a aussi quelques fumbles, donc voilà, ça fait beaucoup de défauts. Après, il y a encore une fois cette qualité, une fois qu'il a la balle dans la main, il est absolument électrique. Mais pourquoi j'ai pas aimé ce choix, c'est parce que il n'y a pas de besoin en fait. Le corps de receveur des Vikings est déjà très complet. Il y a le meilleur receveur de la ligue avec Justin Jefferson. Jordan Addison qui s'est révélé être un numéro 2 extrêmement compétent. Alors peut-être qu'on anticipe sa future suspension, mais sa suspension ne va pas durer toute la saison. Donc il va revenir sur le terrain. Jalen Nailor, lorsqu'il a eu l'opportunité l'an passé, il a aussi montré des qualités. Ils sont allés recruter Rondale Moore, qui, il est vrai, il a des soucis physiques. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur sa durabilité. Mais à mon sens, quand il est sur le terrain, c'est un joueur de qualité, en tout cas dans un rôle de 3e ou 4e receveur, il n'y a pas de souci. Pourquoi en ajouter un 5e qui présente autant de défauts et qui a une seule qualité, qui est la vitesse et la possibilité d'aller gagner des yards après la réception. Alors c'est très bien, il en faut, mais quand il y a autant de défauts, pour moi ça signale un joueur de rotation, un joueur qui ne sera pas sur le terrain à tous les snaps. Quand on a très peu de choix, et en plus qu'on s'attarde sur ce type de joueur dès le 3e tour, pour moi, c'est pas du tout une bonne sélection. Minnesota, c'est une équipe qui n'est pas très loin finalement d'être un candidat au Super Bowl. Évidemment, avec le point d'interrogation sur JJ McCarthy qui n'a pas encore joué. Peut-être aussi qu'ils se disent que ça sert à rien d'aller chercher des joueurs très confirmés et de se mettre une pression tout de suite, de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas, mais en l'occurrence, pour moi, si on se considère comme un concurrent sérieux au play-off, surtout vu la qualité de la division, il y avait largement d'autres choix à faire que Teffelton, qui est très très unidimensionnel pour moi. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup ta formule. C'est un joueur très dangereux balle en main. Encore faudrait-il qu'il l'attrape. Ouais. Tu parlais de ces fumbles, oui, c'est sûr qu'il y a des problèmes de drop en règle générale. C'est ça qui est un peu problématique. Alors c'est vrai que on a un peu l'impression que c'est une draft où en gros les Vikings ont dit on va mettre de la viande sur la ligne et on va mettre plus de vivacité sur l'extérieur. Parce qu'en effet, ils récupèrent un Rondale Moore qui est un peu réputé là-dessus, même si bon, ses blessures l'ont rattrapé désormais, que ce soit à Arizona ou à Atlanta l'année dernière. En joueur non drafté, ils prennent un Silas Bolden par exemple, qui était un retourneur de coups de pied du côté de Texas et qui, je pense, peut quand même poser quelques problèmes au camp d'entraînement. On aura quand même l'occasion de développer là-dessus. Mais c'est vrai qu'ils recherchaient, on a l'impression, ce profil un petit peu plus varié, qui était dans une moindre mesure Jalen Nailor, mais en tout cas vraiment un profil totalement assumé de speedster, comme on dit en américain, vraiment de joueur vraiment absolument véloce, vivace sur les appuis et capable en effet de prendre de vitesse n'importe quel adversaire. Maintenant, oui, il va falloir être beaucoup plus constant et discipliné au niveau pour terminer les actions, tout simplement, pour être capable de réceptionner les ballons. Ça peut-être être un Deebo Samuel / Christian Kirk dans l'utilisation, hein, dans le côté je viens prendre des ballons dans le backfield pour éventuellement contourner la défense et apporter à ce niveau-là. Hein. Un Xavier Worthy dans une moindre mesure, même s'il a eu un rôle beaucoup plus varié l'année dernière, mais ce type de receveur-là dans leur utilisation. Mais c'est vrai que pour jouer dans le registre intermédiaire, voire même profond, c'est clairement pas le joueur qui rassure le plus, même si intrinsèquement et d'un point de vue athlétique, on peut se dire waouh, le gars est capable de déposer n'importe qui, quoi. Donc c'est sûr que là-dessus ça interroge, mais clairement ça a l'air de correspondre à un besoin, à un plan en tout cas offensif de la part de Minnesota. Alors, on va pas augurer, on a vu que jusque-là Kevin O'Connell
nous a quand même agréablement surpris dans ce qu'il a réussi à faire, dans ses capacités à s'adapter, notamment offensivement. Mais voilà, ça peut être un petit point d'interrogation. Il va falloir voir comment sa complicité avec DJ McCarthy peut être mise en avant. Il me semble que quand même sur retour de coup de pied, justement, là aussi, c'est un joueur qui peut sévir. Mais il va falloir qu'il prenne quelques petits stages avec Justin Jefferson quand même. Il va falloir qu'il lui montre un peu où on met la colle, comment ça se passe pour vraiment compléter les réceptions, parce que clairement, c'est un travail à perfectionner. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot sur Ingram Dawkins ou est-ce que tu veux qu'on passe à la note? Parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y a peu de choix globalement. Ouais, on peut parler d'Ingram Dawkins parce que pour le coup, là, c'est une sélection qui m'enchante pas mal. Oui, moi aussi. Déjà, à ce niveau de la draft. Le petit défaut, enfin, c'est même pas un défaut, c'est plutôt l'interrogation qu'on peut avoir à son sujet, c'est qu'il a une faible production parce que c'était un joueur de rotation à Georgia, sauf sur sa dernière saison où là, il était titulaire un peu plus souvent. Donc effectivement les chiffres statistiques ne parlent pas pour lui. Il a aussi, on peut aussi se poser la question sur son poste. Est-ce que ça va être un joueur extérieur, est-ce que ça va être un joueur intérieur à voir, mais pour le coup, lorsqu'il s'agit de la défense et de Minnesota, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Il y a un staff qui sait y faire et il y a quand même un physique qui est très intéressant. Voilà, le ratio taille, poids, vitesse pour la ligne défensive, c'est très très bien. Il a ce premier pas, cette explosivité qui est là aussi. Il est actif, on le voit sur le terrain. Quand il est sur le terrain, on le voit, c'est un joueur qui sait faire sentir sa présence. Donc tout ça indique quand même un potentiel qui peut-être n'était pas totalement développé à Georgia, et je pense que Brian Flores va un peu se régaler avec un profil pareil. Et puis surtout quand on regarde l'effectif des Vikings, alors qui s'est quand même renforcé avec Jonathan Allen et Javon Hargrave cette intersaison, ce sont quand même deux joueurs trentenaires. Harrison Phillips, qui est no tackle, mais pareil, ça rentre sur la ligne défensive. Il s'approche aussi de la ligne fatidique des 30 ans, donc ça a besoin de jeunesse, besoin de fraîcheur. Je pense que Ingram Dawkins, premièrement, dans un rôle de rotation, et pourquoi pas à terme en tant que titulaire, c'est très intéressant. Au 5e tour, c'est une très belle affaire. Oui, c'est vrai que tu as globalement tout dit. C'est vrai qu'encore une fois, le petit point d'interrogation, c'est de savoir un peu l'utilisation. Mais voilà, concrètement, Brian Flores, même si sur le papier, on a un peu l'impression qu'on jouait souvent avec du front 3, il a quand même démontré qu'il était capable de mettre du front 4 par moment, d'avoir des joueurs qui, encore une fois, peuvent jouer absolument partout. Il suffit de voir Avant Ginkel, qui est capable de jouer sur le premier, sur le deuxième rideau, s'il y a besoin. Enfin, vraiment, très concrètement, si on veut le faire jouer beaucoup plus sur l'extérieur, il a ce gabarit vraiment de defensive end pur. Mais il a quand même, encore une fois, cette capacité à être extrêmement agressif et athlétique malgré tout au contact. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que Jonathan Allen, en effet, est un petit peu dans ce registre-là, mais c'est vrai que Javon Hargrave, c'était peut-être un petit peu plus pour insister sur l'intérieur, peut-être pour faire souffler aussi un petit peu Harrison Phillips. Il y a ce côté un peu massif qu'on avait ajouté au centre de la ligne. Le fait de rajouter peut-être justement un joueur capable de générer de la pression, même si en effet il n'a pas eu cette capacité paradoxalement dans une défense aussi agressive de Georgia de finir autant qu'on aurait voulu, souhaité. Mais ça a été le problème de beaucoup de joueurs de Georgia. On avait parlé de Michael Williams notamment du côté de San Francisco. Donc voilà, c'est sûr que s'il arrive à gommer ces petits points noirs, ça peut quand même être un joueur assez précieux, mais peut-être un joueur de rotation un peu efficace. Si on prend le registre là, ça peut être un Jay Edwards par exemple l'année dernière, qui pour le principe est beaucoup plus massif et qui pourtant jouait souvent en outside linebacker. Donc voilà, lui trouver un rôle, ça va être important du côté de Minnesota, mais ça peut clairement être une pièce essentiel sur l'échiquier de Brian Flores de par ce qu'il est capable d'apporter et ses registres multiples, en tout cas sa capacité à s'adapter, on va dire, à de nombreux adversaires selon leur morphotype. Une fois qu'on a dit tout ça, quelle note on attribue au Minnesota Vikings, Tonio ? Moi je vais être assez sévère malgré mon enchantement avec la sélection d'Ingram Dawkins, parce qu'en fait c'est le seul choix qui me ravit. En dehors de ça, c'est soit des questions, soit des réponses qui sont pour ma part très négatives. Donc je vais donner 3 sur 10, parce que quand on a si peu de choix dans une draft et qu'on est finalement si proche d'être un contender, comme on dit, un outsider au playoff, il faut en faire le maximum.
Et l'exemple que je ressors souvent, qui est en fait la masterclass à suivre, c'est les Saints en 2017 qui, avec une draft, se sont remis la tête à l'endroit et sont devenus immédiatement des candidats très très sérieux lors des phases finales. Minnesota n'est vraiment pas loin du but, encore une fois avec le point d'interrogation JJ McCarthy qu'on n'a pas encore vu en NFL. Mais à mon avis, s'ils se sont séparés de Sam Darnold, c'est qu'ils ont quand même confiance en lui. Il y a des cibles qui sont déjà là, notamment Justin Jefferson qu'on ne présente plus. La défense est plutôt pas mal, mais il y avait des besoins plus urgents, notamment le poste de safety. Je regarde la depth chart, Harrison Smith qui a 36 ans. Ouais. Pourquoi ne pas avoir renforcé ce poste ? Les defensive backs, globalement, je veux bien qu'ils aient toujours dans l'idée que Mekhi Blackmon, qu'ils ont drafté au 3e tour l'année dernière, a fait une année blanche, donc ça peut potentiellement être un titulaire dès l'année prochaine. Mais c'est vrai que sur le papier, ça fait un petit peu mince, et se dire qu'un Isaiah Rodgers, par exemple, peut avoir des responsabilités déjà assez importantes dès sa première année à Minnesota, alors qu'à Philadelphie, c'était au mieux... un nickelback d'option, ça me paraît quand même un petit peu fort de café, comme on dit. Donc c'est vrai. Alors, moi, j'avoue, j'y suis quand même allé vers un 5, parce que je trouve que la marge de manœuvre, en effet, tu le disais, est infime, et que j'aime quand même bien les profils de Jackson et de Ingram Dawkins. Voilà. Je suis un peu plus haut que toi sur Jackson, je pense que c'est peut-être ça qui relativise nos notes respectives. Après, voilà, j'aurais du mal à te dire que je suis ultra convaincu par Felton et que, en effet, je serais plus parti sur un receveur que sur un DB avec les besoins que tu as et avec la classe en plus de DB où quand même tu pouvais te dire que tu avais à minima un petit peu de profondeur. Là, il va pas falloir se louper dans cet exercice-là parce que sinon ça va se gâter assez rapidement si le backfield défensif peut être amené à être développé par les blessures. Et on ne cesse de le répéter, ça arrive quand même assez souvent en NFL. Donc voilà, 5, mais franchement, pas avec une énorme conviction non plus. Je suis resté un petit peu sur ma faim concernant ce qu'ont réalisé Kevin O'Connell et le general manager Kwesi Adofo-Mensah. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette draft des Minnesota Vikings. Merci beaucoup Tonio d'avoir été avec moi. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez découvrir Los Angeles et surtout assister à un match NFL sur place, vous pouvez désormais le faire par le biais de Touchdown Actu et de notre partenaire Hard Work Trip avec un voyage notamment qui est prévu en octobre prochain. À cette occasion, vous pourrez d'ailleurs assister à un match des Chargers, visiter des installations NFL ou encore fouler la pelouse du SoFi Stadium, rien que ça. Tout cela bien entendu en découvrant plus en détail la ville de LA. C'est donc, je le répète, au mois d'octobre et vous pourrez avoir plus de détails dès à présent en vous rendant sur le site Touchdown Actu. Il y a déjà un article consacré à cela, donc ne traînez pas parce que je crois savoir qu'il y a déjà quelques personnes qui se sont positionnées là-dessus et c'est clairement pas quelque chose qui arrive tous les jours. Donc ne manquez surtout pas cette opération dont on est très fiers de vous parler. Pour l'actualité de la NFL, c'est comme d'habitude sur touchdownactu.com et sur les réseaux sociaux. Merci encore Tonio et à très vite en tout cas pour la suite des hostilités liées à la NFL. Salut à tous. Salut. Did you know that foreign investors are quietly funding lawsuits in American courts through a practice called third-party litigation funding? Shadowy overseas funders are paying to sue American companies in our courts, and they don't pay a dime in U.S. taxes if there is an award or settlement. They profit tax-free from our legal system, while U.S. companies are tied up in court, and American families pay the price, to the tune of $5,000 a year. But there is a solution. A new proposal before Congress would close this loophole and ensure these foreign investors pay taxes, just like the actual plaintiffs have to. It's a common-sense move that discourages frivolous and abusive lawsuits and redirects resources back into American jobs, innovation, and growth. Only President Trump and congressional Republicans can deliver this win for America and hold these foreign investors accountable. Contact your lawmakers today and demand they take a stand to end foreign-funded litigation abuse. Do Crohn's disease symptoms keep coming back? Tremfya, guselkumab, may help. At 12 weeks, rapid symptom remission was achieved in most patients taking Tremfya, and some experienced visible improvement of their intestinal lining at 12 weeks and 1 year. Individual results may vary.
Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease. Serious allergic reactions and increased risk of infections and liver problems may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Explore what's possible and ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com.